Chers internautes, bonjour, merci de nous rejoindre pour cette édition du lundi 17 février d'Informatique News Hebdo, avec donc comme chaque semaine, pour décrypter et analyser l'actualité de la semaine, notre rédacteur en chef Guy Hervier. Bonjour Guy. Bonjour Jean-François. Alors Guy, cette semaine on commence par ce que j'aurais peut-être qualifié de grand retour, avec Microsoft qui est finalement à nouveau à l'offensive sur le marché de la mobilité, puisque on a tous en tête l'arrêt des Windows Phone. Et Microsoft a présenté la semaine dernière Windows 10 X, qui est un environnement dédié aux terminaux mobiles, avec d'ailleurs une nouvelle proposition de terminaux mobiles, une espèce de cahier. Effectivement, il ne vous a pas échappé que le terme X, ça suscite quand même pas mal d'interrogations, puisque X est une inconnue en général. C'est à l'occasion d'un événement qui était destiné aux développeurs que Microsoft a proposé ce fameux Windows 10 X, et qui, a priori, était dédié maintenant à ce qu'on appelle les systèmes pliables. Donc ça peut être des tablettes, ça pourra peut-être être des téléphones un jour. On en a déjà parlé. Samsung avait fait cette offensive et puis Motorola a sorti quelques difficultés. Motorola a fait pareil. Donc je dirais qu'il y a pas mal d'avancées dans ce domaine-là. Et donc Microsoft est en train de travailler sur une version qui serait adaptée à ce type d'équipement, sachant que Dell et Lenovo ont déjà des équipements qui sont de ce type-là. Microsoft propose des versions de Surface qui sont de ce type-là. Donc on arrive avec ce Windows 10 X qui va prendre avantage, qui est réparti de ces nouvelles interfaces qui vont offrir quelques possibilités, qui ont dû certainement poser beaucoup de problèmes techniques. Et donc c'est intéressant de voir comment finalement le matériel, la configuration matérielle a des implications sur le logiciel. Et puis en fait, en creusant un petit peu, on s'aperçoit qu'avec cette version de Windows 10 X, on a une refonte complète d'une version de Windows 10 en version beaucoup plus modulaire. Et donc ça présage peut-être les futures versions de Windows, des successeurs de Windows 10 qui arriveront peut-être en bloc et qui après seront proposés peut-être à la carte un peu. À la carte. Donc je dirais que ça préfigure l'arrivée de ces futurs OS, sachant qu'on se souvient quand même chez Microsoft, il y avait une version sur deux qui fonctionnait bien. On se souvient de la version nom de code Longhorn qui avait abouti à Vista, qui avait été une véritable catastrophe, rattrapée ensuite par Windows 7, qui lui avait été une version stable, que tout le monde aimait bien, et aimait tellement d'ailleurs que... Il y en a encore beaucoup. Il y en a encore beaucoup, alors que le support est arrivé à échéance en janvier dernier. Alors on change complètement d'univers, Guy, on parle d'IBM et des systèmes flash, avec, j'allais dire, IBM qui fait un peu le ménage dans sa gamme de stockage flash, un peu unifié l'ensemble de sa proposition. On rappellera effectivement que IBM est toujours présent sur le marché du stockage. Certains auraient pu l'oublier, sachant que c'est quand même IBM qui était à l'origine du stockage magnétique, avec les systèmes RAMAC qui étaient annoncés en 1956. Donc vous voyez, ça ne nous rajeunit pas. Donc IBM effectivement fait le ménage sur sa gamme Flash avec une appellation commune Flash System, et qu'il avait constitué par rachat. Il y avait eu le rachat de Storwize en 2010, donc ça remonte à loin. Le rachat de Ramsan, c'était une start-up qui proposait également des systèmes flash. Et donc IBM, je dirais, consolide tout ça avec une marque, simplifie la gestion et utilise aussi un logiciel qui fait appel à l'intelligence artificielle qui s'appelle Storage Insight, et donc qui n'est pas sans rappeler précisément le fameux Infocyte de HPE, c'est ça ? Le fameux de HPE suite au rachat de Nimble. Donc c'est une nouvelle gamme. Alors évidemment il y a l'utilisation de l'interface NVMe, il y a tout ce qui peut être proposé dans ce cas-là. Il y a également la possibilité pour le haut de gamme de l'acheter en une baie ou en plusieurs baies connectées par des switches Cisco par exemple. Donc il y a toute une configuration assez large, avec également la possibilité d'avoir soit du all flash, donc que du flash, ou mixé avec du stockage plus traditionnel. Très bien. Alors, autre marché traditionnel, dit le marché de l'impression.
dont on n'arrête pas de nous dire que l'imprimante c'est fini, et bon, c'est pas fini, mais c'est vrai que le marché, là pour le coup, on voit une décroissance significative des ventes. Alors, vous vous souvenez qu'il fut un temps, assez lointain d'ailleurs, on parlait du bureau sans papier. Oui, et puis tout à fait. Suite à ça, finalement, on n'a jamais eu autant de papier. Les ventes d'imprimantes ont continué de se développer, les imprimantes jet d'encre sont apparues, les imprimantes laser, enfin avec les multifonctions sont apparues, donc j'irais des gammes extrêmement larges, avec évidemment une approche des fournisseurs intelligente de fournir des imprimantes extrêmement bon marché pour derrière vendre du papier et des cartouches d'encre. Effectivement, c'est les chiffres IDC qui le mentionnent. Donc l'année dernière, donc en 2019, une baisse de 6%, c'est pas considérable, qui fait suite à une baisse de 5% de l'année d'avant. Donc, bon, alors vous allez me dire, il y a tellement d'imprimantes maintenant que, évidemment, c'est le marché sature un peu, oui. Oui, mais néanmoins, c'est quand même une évolution significative, d'autant plus que elle a tendance à s'accentuer, puisque dans les derniers mois de 2019, cette baisse s'est encore accentuée. Donc, c'est une tendance qu'on voulait mentionner. Alors, qu'est-ce qu'elle présagera? On verra en 2020 ce qu'il en est, s'il y a une continuation de cette tendance, ou au contraire, si c'est juste un accident de parcours dans le marché des imprimantes. Alors justement, là pour le coup, il y a un lien avec le sujet suivant, hein, qui est la saga Xerox HP, oui. Puisque évidemment, on peut se poser la question si pour Xerox, c'est pas une sorte de porte de sortie, hein, finalement, à la problématique entre guillemets, de la difficulté du marché de l'impression traditionnelle, que d'aller racheter HPE. Alors on en est où de cette saga? On en est où la première question qu'on peut se poser, c'est est-ce que cette saga finalement va battre le record qu'on avait connu avec Oracle et PeopleSoft, hein, ça va durer 18 mois, donc là on en est quand même déjà à quelques mois. Donc là pour l'instant, Xerox a relevé son offre donc de 22 à 24 $, c'est pas considérable, enfin c'est vu les montants en jeu, c'est pas négligeable. On se souvient qu'ils avaient renforcé leur participation dans HP, ce qui leur permettra dans la nomination du prochain conseil d'administration d'avoir plus de gens qui seront dévoués à leur cause. Donc on en est là pour l'instant. La réaction d'HP n'a pas été encore, pour l'instant vous vous souvenez qu'ils avaient balayé d'un renvoyé Xerox dans leur but, on va dire. Et on rappellera quand même que bon, il y a Carl Icahn qui est à la manœuvre côté Xerox, côté Xerox, et que c'est vrai que ça peut un peu surprendre, puisque Xerox HP, c'est quand même le petit pousset qui veut racheter l'ogre, parce qu'il y a un rapport de 1 à 6 dans le chiffre d'affaires. Donc si ça arrivait, ça permettrait de constituer un ensemble de à peu près 66 milliards de dollars. Xerox, évidemment, serait en terrain conquis en ce qui concerne les photocopieurs imprimantes. Maintenant, pour ce qui est du marché des PC, Xerox n'a pas une expérience très grande. Donc, évidemment, si ça arrivait, on pourrait penser qu'il pourrait se délester de l'activité PC. Donc, enfin, tout ça est quand même la conséquence de la scission d'HP en deux entités, dont HPE d'un côté et HP de l'autre. Donc, Meg Whitman c'est pas forcément un succès à mettre au crédit de Meg Whitman. Et pour conclure, on parle de Snowflake qui, j'allais dire, a encore levé des centaines de millions de dollars. Alors, je suis un peu perdu dans les comptes. Oui. Là. Alors, effectivement, je regardais aussi, ça commence à faire beaucoup, puisque là, on en est à près de 500 millions. Là, pour le coup, ce sont des millions, mais 500 millions de dollars pour cette... bon, c'est plus une start-up, hein, c'était créé en 2012, donc Data Warehouse spécifiquement conçu pour le cloud. Si on fait le total, on arrive à 1,4 milliard, enfin près de 1,5 milliard d'argent levé. Donc, c'est une série G, donc en général, on disait qu'on arrêtait à eux, mais eux, apparemment, ils continuent. Donc, ça fait beaucoup d'argent. C'est quand même je dirais l'indicateur d'un succès indiscutable. Donc on avait reçu Benoît Dageville, qui est l'un des cofondateurs français, avec Thierry Cruanès. Il y avait aussi Bob Muglia, l'ex Microsoft, qui avait également participé à la création. Et ça valorise l'ensemble à plus de 12 milliards de dollars. Donc c'est quand même plus que licorne, un acteur, c'est une décacorne, on appelle ça. Et donc le fondateur a reconnu
que effectivement la prochaine étape, c'était l'entrée en bourse, qui pourrait arriver assez rapidement, avant la fin de l'année, effectivement, sachant que pour l'instant, la bourse marche plutôt bien, donc c'est peut-être le moment de... Bon, après, il y aura les élections présidentielles en novembre. Faut peut-être le faire un peu avant ou attendre après ce qui va se passer. Très bien. Alors, Guy, le sujet de la semaine, c'est une autre start-up d'origine française d'ailleurs, une étude produite par une autre start-up d'origine française, sur l'usage du serverless. Alors peut-être rappeler à nos lecteurs ce qu'on appelle serverless, parce que effectivement, avec tout ce jargon. Oui, le serverless, contrairement à ce que ça peut laisser penser, c'est que on pourrait penser qu'il n'y a pas besoin de serveur derrière. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des machines à café? Sans doute pas. Il y a évidemment des serveurs. L'idée, c'est que les fournisseurs de services cloud, puisque c'est apparu principalement avec le cloud, c'est que, en gros, au lieu de configurer un serveur avec tant de RAM, stockage, etc., pour un usage particulier, vous faites, en fait, c'est un peu l'inverse, c'est le fournisseur qui vous propose la ressource dont vous avez besoin à un moment donné pour effectuer une tâche particulière. Et donc, c'est intéressant. Alors, Datadog... Oui, j'ai oublié de le citer, c'est Datadog. Qui est une solution de supervision du cloud, donc qui est bien armée pour donner des indicateurs sur, en gros, comment évolue tout ça. Bien entendu, ces chiffres-là ne concernent que l'univers Datadog, mais qui est suffisamment large et varié pour donner des grandes indications. Et là, en l'occurrence, je dirais que de cette... alors, c'est pas une enquête, c'est en gros le recueil d'éléments statistiques qu'ils ont à leur disposition, montre que le serverless n'est plus du tout une fonction de niche, c'est quelque chose qui est couramment répandu. Le pionnier dans ce domaine, c'était AWS avec Lambda, la solution Lambda, qui a été annoncée en 2014. Donc ça fait quelques temps, mais c'est pas si vieux que ça. Et puis les autres ont suivi. Donc sous le terme de, parce qu'en fait, on dit serverless, on dit function as a service, parce que c'est, en gros, on lance un appel, ça peut être une requête HTTP, ça peut être un événement SQL, ça peut être, et donc l'idée qu'il faut retenir, c'est que le serverless n'est plus donc quelque chose d'exotique, c'est quelque chose qui est utilisé couramment. 2, plus l'infrastructure est importante et plus on utilise du serverless. 3, que les gens qui utilisent des containers ont plus de probabilité d'utiliser du serverless, sachant que les deux peuvent être utilisés sur des problématiques différentes. Ils peuvent être associés, mais ils peuvent être utilisés séparément. Le container, c'est une infrastructure légère qui permet d'évoluer de manière très souple. Le serverless, c'est plutôt de répondre à la demande à une fonction donnée. Et donc, là, l'enquête montre que l'utilisation peut se faire conjointement ou indépendamment. Et le dernier point, on le rappelle, c'est que le leader Lambda est utilisé dans presque 50% des cas, donc ça devient quand même quelque chose de très significatif. Donc on voit bien que finalement le cloud a changé un peu la manière de gérer les infrastructures et de les utiliser. Et c'est sûr que c'est les fournisseurs d'infrastructures de cloud qui ont un peu la main, c'est eux qui proposent, et de plus en plus les entreprises, les utilisateurs consomment des ressources informatiques. Après, il y a quand même toute la problématique de... Alors après, il y a toute l'infrastructure derrière. De gestion de ces fermés, éteintes, ces services. On va dire que c'est le problème des fournisseurs de services cloud. Ça, c'était pour le dossier de la semaine, Guy. J'allais dire, l'événement des semaines à venir, ça aurait dû être le MWC, mais ce ne sera pas le cas, malheureusement. Alors, on en a parlé la semaine dernière, parce que ça allait arriver, et puis on en parle cette semaine, parce que ça n'arrive plus. Donc, évidemment, vous n'a pas échappé qu'il y avait l'affaire du coronavirus qui est arrivé entre-temps. Et puis, ce qui s'est passé, c'est que ce n'est pas arrivé d'un coup net, c'est-à-dire qu'il y a des fournisseurs importants qui ont annoncé leur défection. Au fur et à mesure, Au fur et à mesure, les organisateurs ont dit bah non, s'il n'y a pas eux, ça vaut peut-être plus le coup de le faire. Donc ils ont dit que pour cette année il n'y aurait pas de MWC à Barcelone. Sachant qu'il y a des événements locaux quand même. Bien sûr. Et alors maintenant, évidemment, il y a une grosse bataille juridique qui va entrer en jeu, parce que savoir qui va payer quoi, c'est quand même des coûts qui ont été engagés par les fournisseurs, ils ne sont pas négligeables, donc c'est important. Alors puisqu'il y a ce non-événement, il y a
un événement que notre confrère IT for Business organise sur le Digital Workplace le 26 février à l'Étoile Business, donc ça c'est à Paris. Et donc l'idée pour tous les gens qui s'intéressent, je dirais, à tout ce qui est Digital Workplace, il y aura à la fois des DSI qui ont mis ça en œuvre, et puis des experts qui permettront de savoir quels sont en gros la bonne gestion d'un projet Digital Workplace, et puis les critères de sélection des solutions à choisir. Donc c'est un événement à ne pas rater si on s'intéresse à cette problématique qui est vraiment tendance, on va dire. Voilà. Et pour finir, Guy, le traditionnel coup de cœur, coup de gueule. Alors cette fois-ci, c'est un sujet un peu original, c'est le problème de l'usurpation d'identité, et qui pour le coup concernait un personnage connu, puisque c'était notre ministre des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Oui, ça remonte à loin, puisque c'est arrivé dans les années 2015-2016, et donc c'est un petit... comment dire, quelqu'un qui a eu une idée, on parle beaucoup de l'arnaque au président. Là, c'est pas l'arnaque au président, c'est l'arnaque au ministre. Et donc l'idée a été, on était en pleine guerre avec Daesh en Syrie, etc. Oui, à l'époque, Jean-Yves Le Drian était ministre de la Défense. Exactement. Et donc cette personne-là, dont j'ai plus le nom en tête, qui est en train de passer en ce moment en jugement, qui risque 20 ans de prison. Donc c'est quand même lui et puis son équipe. Lui, évidemment, il nie formellement qu'il a été à l'initiative de ça. Et donc il a extorqué jusqu'à, je crois qu'on est c'est plusieurs dizaines de millions d'euros, et en se faisant passer pour le ministre Le Drian, il a sollicité des fonds pour libérer des otages qui auraient été faits prisonniers en Syrie, et donc il a extorqué par exemple Château Margaux, donc la marque 6 millions d'euros, l'Aga Khan, qui est le pape de la communauté ismaélite dans le monde, 20 millions d'euros, donc c'est quand même important. On regardera attentivement quels sont le rendu de ce jugement, mais enfin c'est quand même étonnant, on se demande comment... En tout cas, c'est bien ficelé, mais comment il a pu réussir à faire en sorte que des institutions ou des organismes comme Château Margaux ou l'Aga Khan puissent, comme ça, donner des millions d'euros. Finalement, ce qui veut dire, toujours, c'est plus c'est gros, et plus ça passe. Ouais. Écoutez, Guy, je propose qu'on en reste là, et puis qu'on se retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Informative News Hebdo. Je vais y arriver. En attendant, très bonne semaine à toutes et à tous. Merci, à bientôt.